autour de la question de la vulnérabilité psychique à l'adolescence. Alors, on s'inquiète beaucoup pour nos adolescents. Vous avez vu tout à l'heure, on a parlé de binge drinking, il y a les écrans, d'abord on a peur qu'ils soient au chômage en plus et qu'ils vont avoir une planète invivable, etc., etc. Alors, quand on regarde des données assez simples qui sont les consommations d'alcool, de cannabis, de tabac dans les 20 dernières années, il se trouve qu'on a des données qui sont assez fiables en France. Donc, sur les 20 dernières années, comment évolue la consommation de tabac, d'alcool et de cannabis chez les adolescents en France? Elle diminue. Légèrement. Mais elle diminue. Et ce qui est drôle, c'est que quand on dit ça, j'ai l'impression que les gens sont déçus. On ne veut pas voir qu'en fait, c'est pas tant la catastrophe que ça. Et donc, si vous voulez, ce que je vous propose, c'est de voir, bien sûr qu'il y a des problèmes à propos des adolescents, bien sûr, mais ils sont peut-être pas là où on pense qu'ils sont. Et donc, je vous propose de déconstruire finalement qu'est-ce que c'est que l'adolescence, et puis en la déconstruisant, en la reconstruisant, en 15 minutes, promis, on verra que, en fait, les questions sont mal posées, et comme elles sont mal posées, l'épidémiologie ne peut pas vraiment y répondre. Alors, d'abord, qu'est-ce que l'adolescence? Alors d'abord, est-ce que ça a existé de tous les temps? Non. Pendant très longtemps, la notion d'adolescence n'existait pas. C'est à partir du XIXe siècle, il paraît, que le concept d'adolescence arrive. Après, est-ce que ça existe partout? Est-ce que c'est un invariant anthropologique? Non, on ne peut pas dire non plus que l'adolescence est un invariant anthropologique. Effectivement, il y a des cultures dans lesquelles ça n'a pas de sens, mais il y en a quasiment plus sur la planète. Quasiment dans toutes les cultures aujourd'hui, et vous allez comprendre dans 5 minutes pourquoi, dans toutes les cultures aujourd'hui, la notion d'adolescence existe. Est-ce que l'adolescence, ça n'existe que chez les humains? Non, les orang-outans ont aussi des adolescents. Ça leur pose des problèmes à eux aussi. Alors, du coup, comment définit-on l'adolescence? Eh bien, il n'y a pas de consensus chez les psychologues du développement sur ce que c'est que la définition de l'adolescence. Alors, bien sûr, il y a quelque chose qui est très proche, qui est la puberté. Mais la puberté, ça n'est pas l'adolescence. D'ailleurs, pourquoi? Ne serait-ce qu'il y a une fin à l'adolescence. Or, la puberté, c'est plus compliqué. Alors, beaucoup de psychologues ont parlé de l'adolescence Piaget, donc on pourrait dire aujourd'hui que c'est la mouvance de la psychologie cognitive, dit qu'à partir de l'âge de 11, 12, à partir des années lycée, collège, je veux dire de la 5e, le petit humain a accès à la transcendance. C'est-à-dire que tout d'un coup, la question du sens de la vie se pose avec une certaine acuité. Et globalement, c'est vrai. Globalement, c'est vrai, si vous voulez. Pourquoi? Parce qu'avant, l'enfant, pour un enfant, en fait, ses parents sont un référentiel absolu, quand tout se passe à peu près bien. Mais heureusement, ça se passe à peu près bien dans la plupart des familles. Donc, pour un enfant, les parents sont un référentiel absolu. Donc, le sens de la vie, la question ne se pose pas, parce que dès qu'il y a un problème, on se tourne vers les parents, et les parents ont une réponse. À partir de l'adolescence, effectivement, il y a une autonomisation, et donc on remet en question tout ça, et il faut trouver du sens à sa vie, et effectivement, ça peut poser des problèmes. Alors, les psychanalystes ont aussi parlé de l'adolescence. Avec la reviviscence des conflits oedipiens, c'est pas à la mode de parler de ça. Hein. Vous avez vu dans le Nouvel Observateur, il y a encore une tribune qui a pour assassiner les psychanalystes. Alors que, même s'ils ont raconté beaucoup de bêtises, ils ont raconté aussi beaucoup de choses très intéressantes. Alors, à propos de l'adolescence, qu'est-ce qu'ils disent? Eh bien, ils disent en fait une chose très simple, qui est que nous avons des émotions extrêmement puissantes par rapport à nos parents. C'est juste comme 2 et 2 égale 4, c'est une réalité. Eh bien, au moment où on a accès à la sexualité, et si on vit avec des gens avec qui on a des émotions très fortes, ça complique beaucoup la vie. Voilà. Et donc, ça devient insupportable, on n'a pas envie d'être avec eux, parce que dans la tête, il se passe des choses compliquées. Voilà. Ça s'appelle reviviscence des conflits oedipiens. Ça occupe à peu près 30% des consultations de pédopsychiatrie avec les adolescents. Alors, bien sûr, il y a de la biologie, il y a la puberté. Donc, chez les filles, des œstrogènes et des progestérones, oui, bien sûr, ça doit avoir une influence sur la vie psychique des filles. Et d'ailleurs, vous savez que le sexe ratio de la dépression chez l'enfant est 1. Donc, il y a autant de petits garçons que de petites filles déprimées. Alors que dès l'adolescence, le sexe ratio monte à 2, 3.
Donc il doit se passer. Alors est-ce que c'est que biologique? Rien ne dit que c'est que biologique, hein. On pourrait imaginer des explications d'ordre social aussi, hein. Un garçon doit être dur, fort, et donc il peut possiblement ne pas avoir le droit de se reconnaître comme malade, et en particulier déprimé. Et donc il y aurait une plus grande possibilité pour verbaliser chez les filles les états dépressifs. Mais sûrement que les hormones doivent jouer aussi. Donc ça, c'est ce qu'on marque dans les livres. C'est la psychologie du développement et comment expliquer l'adolescence, mais en fait on n'explique qu'une toute petite partie de ce qu'est l'adolescence. Pour vraiment comprendre l'adolescence, à mon avis, il faut avoir une position de psychologie évolutionniste. Vous allez comprendre pourquoi. Alors, quand on regarde comment croît le petit humain, quand on commence à la naissance, il y a quelque chose qu'il faut remarquer d'emblée et qu'on oublie toujours, c'est que le petit humain naît prématuré. Le petit humain est un des rares mammifères qui ne sait pas du tout marcher et il va lui falloir beaucoup de mois avant de marcher, alors que si vous avez eu des chats et des chiens, vous avez vu qu'ils sont capables de marcher tout de suite. Et donc on dit que, en fait, la grossesse d'une femme devrait durer 1 an et demi, quelque chose comme ça. C'est facile à dire pour moi, je sais. Alors, pourquoi le petit humain naît à 9 mois prématuré alors qu'il est en danger pendant les premiers mois de vie? Et vous le savez, c'est une réalité de santé publique, hein, les premiers mois de vie sont dangereux pour un petit être humain. Hein. Dès qu'il a une déshydratation, c'est une catastrophe. Pourquoi? Il y a une explication, parce que c'est très difficile de donner une explication scientifique à ça, mais il y a une explication, c'est que le diamètre de la tête d'un fœtus est limité par le détroit inférieur du bassin de la femme, qui peut s'élargir un tout petit peu au moment de l'accouchement, mais juste d'un tout petit peu. Et donc en fait, le crâne d'un fœtus ne peut pas dépasser en gros 10 cm de diamètre. Or, qu'est-ce qui fait la force des êtres humains? Et c'était aussi une malédiction, c'est leur fonctionnement cognitif. Ils ont un gros cerveau. Ça coûte horriblement cher en termes énergétiques, hein. C'est-à-dire on est obligé de consommer beaucoup d'aliments pour faire fonctionner notre cerveau, et donc ce n'est pas du tout rentable en termes d'évolution, sauf que grâce à ça, nous parlons, nous avons des interactions sociales extraordinairement riches, nous pouvons résoudre des problèmes, et donc nous avons envahi la planète, nous sommes très forts pour faire des choses très compliquées. Donc, l'idée, ça a été, pour que le cerveau de l'humain soit le plus volumineux possible, le plus performant possible, eh bien, on fait naître le petit humain prématuré, comme ça son cerveau grossit en dehors du ventre de la mère. Donc, et puis, alors qu'est-ce qu'on a inventé juste après? On a inventé l'école. C'est-à-dire que pour construire un cerveau, eh bien, il faut donner des choses à alimenter à l'enfant. Et donc les parents le font au début, mais après la société s'en occupe. On met l'école maternelle, l'école primaire, et puis après qu'est-ce qui se passe? Après arrive la puberté. Et là, la puberté, en fait, c'est un signal extraordinairement puissant, puisqu'il touche la sexualité, et que la sexualité, c'est quelque chose de puissant. La puberté dit à l'être humain, 1, il faut avoir des rapports sexuels, 2, il faut se reproduire et fonder une famille. Or, le problème, c'est que si les êtres humains font ça, ils ne vont plus à l'école, parce que fonder une famille, c'est relativement incompatible avec les études. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on interdit la société collectivement, hein. C'est-à-dire nous tous, nous interdisons à nos enfants, dans un premier temps, d'avoir des rapports sexuels alors qu'en fait, c'est l'heure qu'ils en aient. C'est-à-dire, en gros, si votre fille ou votre fils dit, alors qu'il est en 5e ou en 4e, j'aimerais bien une contraception parce que, tiens, voilà, on va dire, écoute, c'est quand même un peu tôt. D'ailleurs, la moyenne de l'âge, c'est 17 ans, ça n'a pas bougé depuis, etc. Donc tu vas attendre un petit peu. On a beau être très ouvert d'esprit, la sexualité en 5e, c'est pas cool. Voilà, il y a un interdit social qui fait que, au collège, la sexualité, c'est pas une bonne idée. Et ça va être au lycée, alors en fonction des adolescents, des familles, etc., qu'on va commencer à pouvoir en parler. Et puis, à la fac, alors là, on est libre, de toute façon, on est majeur. Premier point. Deuxième point, il y a un interdit social d'avoir des enfants. Et d'ailleurs, vous savez, grossesse prématurée en santé publique, c'est une catastrophe. Alors que, pourquoi pas, dans le fond?
Je suis bien d'accord, si mes filles m'avaient dit à 15 ans, papa, je suis enceinte, je n'aurais pas été content du tout. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, il y a un stimulus très fort qui empêche les jeunes humains de se développer comme ils devraient. Et cette période, qui est une période de paradoxe, s'appelle l'adolescence. L'adolescence, c'est la période de la vie où il y a un stimulus très fort qui vous dit « ayez du sexe, fondez une famille » et où c'est interdit socialement. Et vous avez deux sous-adolescences. La première, les années collège, la moitié du lycée, où là c'est en plus le tabou de la sexualité. Et puis après, c'est juste, bosse, va à la fac, etc., sois sage. Alors tu peux faire la fête, mais pas d'enfant, et puis comme ça, tu auras un job, tu ne seras pas au chômage. Et puis, en fait, implicitement, c'est ça qui va faire que la société va être forte. Alors, qu'est-ce que ça a quoi comme conséquence, ça? Ça a comme conséquence que les adolescents sont bizarres. C'est que, bien sûr, alors, dans le meilleur des cas, ils subliment, donc ils sont très créatifs, ils ont des musiques qu'on n'imaginait pas pouvoir exister, ils s'habillent de façon extraordinaire. Au Japon, par exemple, c'est très ritualisé, les adolescents japonais ont des tenues vestimentaires complètement extraordinaires, et c'est vraiment encapsulé dans le moment de l'adolescence. Alors, quand la sublimation ne marche pas complètement, ils débordent d'énergie, et c'est un peu fatigant, mais forcément, si cette énergie n'est pas investie là où elle doit être investie normalement, elle va ailleurs, et donc ils nous fatiguent, et puis quelque part, ils nous en veulent. Ils nous en veulent parce que ils ont bien conscience qu'en fait, ça ne se passe pas comme ça devrait se passer. Et donc, ils se fâchent avec nous. Voilà, l'adolescence. Alors, bien sûr, quand on regarde ce qui est en train de se passer, on tire sur la corde, vous savez, on tire sur la corde de la fin de l'adolescence, hein, et on en arrive quasiment à un stade maintenant où je vois, et ce sont de jeunes collègues qui sont encore un peu adolescentes, et qui arrivent très près de 35 ans, où le problème c'est que la question de pouvoir biologiquement avoir un enfant se pose. Donc on est aujourd'hui dans une situation où on est allé tout à fait au bout du bout de la pertinence du concept d'adolescence, et il nous revient collectivement de réfléchir là-dessus et de se dire peut-être qu'avoir des enfants plus tôt, ça c'est pas une mauvaise idée. Alors revenons à la santé publique. Donc parlant de ça, quand on va faire de l'épidémiologie et qu'on va regarder les troubles psychiatriques qu'on va trouver chez les adolescents, en fait, vous voyez bien, sur cette complexité du phénomène adolescence, on va plaquer des mots en fait qui relèvent de la psychiatrie pour adultes. Donc on va dire, il y a des déprimés, il y a des anxieux, il y a des tentatives de suicide, il y a des suicides, il y a d'automutilation, il y a des addictions. Alors, tout ça est vrai, hein. Tout ça est vrai, c'est vrai que la prévalence de la dépression augmente de façon substantielle autour de 12 ans. Sans que l'on sache pas tellement pourquoi, avec vraisemblablement des arguments biologiques et puis tous les arguments sociologiques et psychologiques que je viens d'expliquer. Alors, suicide, c'est aussi une réalité. C'est vrai que le taux de suicide augmente. Néanmoins, ce n'est pas à l'adolescence que le taux de suicide est le plus élevé chez l'humain, hein, c'est autour de 50 ans. Donc là aussi, c'est plus compliqué. Après, on amalgame tout. Vous voyez, on va amalgamer suicide, tentative de suicide, scarification, et on fait ça dans les études épidémiologiques souvent. Hein. Mais est-ce que la scarification d'un adolescent, c'est un équivalent suicidaire? En fait, vous comprenez, quand on a parlé de l'adolescence comme on en a parlé, en fait, se taillader, etc., souvent c'est aussi une façon d'exprimer le fait qu'on ne sait plus où on est. Et en fait, ce n'est pas vraiment un équivalent suicidaire. Alors, donc on a tout ça, les addictions, bien sûr, ça participe au fait qu'on est rebelle parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mais là aussi, comme ça a été dit tout à l'heure, il y a une culpabilité collective. C'est quand on regarde, on a parlé de l'alcool, mais il y a le tabac. Aujourd'hui, on fait quasiment rien pour empêcher les firmes qui fabriquent des cigarettes de les vendre à la sortie des collèges et des lycées. C'est quand même... tout le monde sait que c'est là, puisque l'addiction au tabac est une catastrophe totale, hein, c'est plus difficile de se sevrer du tabac que de l'héroïne, en tout cas presque pareil. Hein. Et donc, bien sûr, dès qu'on commence, ça devient très difficile de s'arrêter, et on commence aux années collège et lycée, et après, c'est râpé. Et là, nous sommes collectivement responsables de ça, parce que
acteurs de santé publique, on a beau parler, on ne nous écoute pas, on ne nous entend pas. Donc oui, tout ça est vrai, toutes ces données épidémiologiques. Alors il y a aussi l'entrée dans la schizophrénie, dans le trouble bipolaire, qui, de mon point de vue, relève d'une autre mécanique. On ne sait pas tellement pourquoi. Hein. Il n'y a pas de schizophrénie, de trouble bipolaire prépubère, ou en tout cas c'est très rare, et où ça commence à arriver à l'adolescence et à l'âge du jeune adulte, et ça reste un mystère. À mon avis, les pistes biologiques, là, sont quand même très nettement à privilégier. Alors, j'en arrive à la conclusion. En fait, tout ça est vrai, mais ce que l'on devrait chercher en termes épidémiologiques, c'est ce que l'on appelle, le psychiatre, les états limites. C'est ça, en fait, qui constitue le noyau de l'adolescence. État limite, ça veut dire une fragilité du moi, une dysrégulation émotionnelle, mais alors c'est très difficile à opérationnaliser sous forme d'un questionnaire et à récolter dans une enquête épidémiologique. Pourtant, c'est ça, le noyau de la vulnérabilité psychique à l'adolescence. Alors bien sûr, j'aurais pu parler de ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire des réseaux sociaux, des écrans, etc. Oui, ça ne change pas considérablement. Quand même, ça change les modalités de sociabilisation, c'est une réalité, en bien et en mal, c'est-à-dire en bien, nos adolescents qui envoient entre 50 et 200 SMS par jour et postent sur Facebook, eh bien ça les oblige à penser sans arrêt à ce que les autres vont avoir en tête quand ils vont lire leur message. Ça s'appelle cultiver la théorie de l'esprit. Et en fait, ça rend les adolescents très forts en termes de sociabilisation. Le problème, c'est que ça les rend très forts s'ils sont déjà un peu forts. S'ils ont des difficultés de sociabilisation, alors ils risquent d'envoyer des messages qui vont être très mal interprétés et ils risquent d'être mis au banc de la communauté des adolescents, voire même être harcelés. Donc aujourd'hui, la nouveauté de l'adolescence, c'est plus l'augmentation des inégalités en termes de vulnérabilité psychique qu'une détérioration, comme l'indique d'ailleurs globalement l'évolution plutôt favorable des consommations de substances, que ce soit du cannabis, de l'alcool ou du tabac. Je vous remercie pour votre attention.